Bonjour, je vous avais prévenu que je vous ferai une série de vidéos sur des sujets que je traite moins. Je parle beaucoup généralement du territoire exemplaire. Il m'arrive de faire des sujets effectivement aussi politiques. Là, je vais m'adresser à vous pour vous parler de la situation entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN. Hem, donc on a depuis, quelque temps un certain bombardement, plus que militaire, un bombardement médiatique, à l'encontre, de la Russie qui, présente les choses d'un certain aspect. Et on voit qu'on a, au niveau journalistique, déjà, une certaine uniformité de la pensée, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes lignes de pensée qui passent et qui repassent et qui n'apportent que très peu de diversité dans tout ce discours, ambiant. Alors dans ce paysage médiatique qui est quelque part, unique, parce que si on analyse le fil de la pensée, il n'y a pas de variation dans ce discours. Est-ce que, bon, moi, quelque part, j'ai déjà la réponse, c'est très subjectif ce que je vais vous dire, mais, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir vous-même, qu'est-ce qui nous différencie au fond, si on a un discours unique et qui est relayé, par, les différents journaux, par les différents médias, TV, internet. Sommes-nous différents, de ce qu'on dénonce, et de ce qu'on prétend dénoncer dans d'autres pays, dans d'autres systèmes, politiques qu'on qualifie de dictature? Heu, hem et ça nous amène à réfléchir à, pourquoi et comment, s'organise, la formation de la pensée, dans les pays occidentaux et dans les pays de l'OTAN et dans l'Europe. Pour avoir une pensée qui n'arrive pas à se diversifier, qui n'arrive pas à présenter la situation, autrement. Alors pourquoi, présenter, la situation autrement? Eh bien, déjà, dans un premier temps, ce qui est étonnant, c'est que, d'un coup, la France, l'Europe se rappelle, qu'il y a, des morts civiles qui sont faits à l'occasion de guerres, quand il y a des guerres qui opposent différents, belligérants. Toujours, quand il y a des guerres qui opposent, des différents belligérants, et il y a une question de géostratégie, de stratégie. Quelle est, l'origine de ces guerres? Pourquoi est-ce qu'on fait ces guerres-là? Comment fait-on ces guerres-là? À la fois sur le terrain, mais aussi à la fois, au niveau de l'opinion, médiatique, qui est courante, donc qui est façonnée aussi, par les politiques, mais aussi au niveau, de l'opinion politique, courante. Et du coup, comment et quelles sont les répercussions, de cette formation de la pensée en haut, au niveau des médias, et au niveau, des politiques et au niveau des gouvernements? Quelles sont les répercussions, en bas, au niveau des populations, et comment est-ce qu'elles manifestent cette pensée? Alors, sur, la situation, donc, comme je le disais, on se rappelle maintenant qu'effectivement une guerre, ça fait des morts et ça fait des morts civiles. Et c'est vraiment effectivement ironique de pouvoir le constater en ce qui concerne, la Russie et l'Ukraine, et de voir que, on a eu un bombardement sur des centres commerciaux, ce qui est de toute façon, malheureux dans tous les cas, et c'est pour ça que je me positionne avec ceux qui sont anti-guerre évidemment, sur ces guerres dont on comprend mal les enjeux, stratégiques. Mais ce et c'est pour ça que d'ailleurs je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur les enjeux stratégiques, hem, à savoir que le positionnement, de l'Europe et le positionnement de l'OTAN ne sont pas des positionnements neutres et ne l'ont, jamais été. Et que, quand, l'Europe et l'OTAN, se positionnent, que ce soit en Russie, que ce soit dans le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, comme on a vu pour, la guerre en Irak, comme, on l'a vu pour, la Libye, comme on l'a vu pour, d'autres pays. On a aussi, eu, le Venezuela, qui n'a jamais eu, qui n'a jamais réu on où on n'a jamais réussi véritablement de coup d'État, où ça a été plus, des pressions politiques, où ça a été plus, un encouragement de l'opposition, un financement de l'opposition, plus qu'un positionnement, militaire au Venezuela, quoique des fois, la pression américaine était telle que ça a pu, y ressembler. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est neutre, que nous ne sommes pas des anges et que nous ne sommes pas des gens innocents qui agissons, pour, ce qu'ils prétendent agir, c'est-à-dire agir pour de grandes causes et de nobles causes, contre, des pays qui, eux, seraient de grands méchants, et nous serions la noble démocratie, et cetera. Heu,
tout ce discours-là, il faut savoir s'extraire de ce discours, il faut savoir l'analyser et l'analyser par les faits et l'analyser par les conséquences sur le terrain de toutes ces guerres-là qui n'ont amené que des dégâts, qui n'ont amené que des destructions d'États ou de pays qui, bien sûr, ne sont pas parfaits eux-mêmes et qui étaient des dictatures et qui étaient ou des simili de démocratie ou des systèmes à parti unique inspirés du socialisme, comme en Russie, et puis avec le parti Baas en Irak et en Syrie, avec des régimes très forts, comme on l'a vu avec Saddam Hussein, ou bien avec des régimes plus fort aussi, comme on l'a vu aussi en Syrie avec le père de Bachar al-Assad, je ne me rappelle plus de son nom, mais avec Bachar al-Assad en tout cas, qui était un régime plutôt d'ouverture par rapport à son père. Donc, il est vraiment urgent de se remettre en question soi-même dans cette position mondiale qu'on a. Nous ne sommes pas des gentils. À un moment donné, à quel moment aurait-on pu être qualifié de gentil et pourquoi, étant donné que nous avons une position colonialiste, qu'à un moment donné, nous avons été, et nous sommes toujours, de grandes puissances à l'époque de la Première Guerre mondiale et de grandes puissances qui s'affrontent pour des intérêts divers, pour des intérêts bourgeois, pour des intérêts industriels et qui ont fait, pendant la Première Guerre mondiale, affronter différents intérêts industriels. Et de manière identique pour la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a toujours des intérêts cachés. La Seconde Guerre mondiale est évidemment une confrontation d'idéologie, une idéologie raciste et meurtrière qu'a été l'Allemagne nazie. Mais derrière l'Allemagne nazie, il y a aussi une confrontation économique très forte, puisque l'Allemagne était accédée au premier rang au premier rang des puissances économiques mondiales, dans les premiers rangs, premier, deuxième, etc., en confrontation avec les États-Unis et l'Angleterre et accessoirement la France. Mais la France qui a de toute façon a subi d'énormes pertes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais effectivement, tout ça n'est que confrontation économique. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un des premiers objectifs des belligérants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont beaucoup souffert finalement de cette Deuxième Guerre mondiale, et au profit des États-Unis qui ont tiré leur épingle du jeu en vendant, en développant sa puissance militaire et industrielle, sa puissance de production d'armement, et qui au sortir de la guerre, et a tiré son épingle du jeu puisque c'est devenu un fournisseur d'armes et que c'est aussi devenu le premier bailleur des pays européens au travers du financement, le plan Marshall et le financement de la reconstruction européenne. Donc le premier objectif des belligérants européens, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, bon le Royaume-Uni ça a été plus tard, mais en tout cas France, Allemagne et Italie, ça a été de créer cette union économique, cette union économique, politique, qui a été la CE dans un premier temps, et puis l'Union européenne. Puis avant la CE, ça a été différentes unions douanières et tarifaires autour du charbon, autour de l'énergie, etc., qui avaient été construites. Et donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, pour en revenir là, qu'est-ce qui, à un moment donné, nous donne une quelconque position de gentil, avec effectivement des démocraties qu'on vante plus qu'elles ne le sont en réalité, puisque les démocraties nécessiteraient de former et d'éduquer les populations véritablement à réfléchir aux enjeux, à se remettre en question. Et on voit bien qu'il n'y a jamais eu de remise en question dans la position et le positionnement des pays européens eux-mêmes sur l'échiquier mondial, leur positionnement par rapport aux États-Unis, leur différenciation en matière de politique, même si on a eu un De Gaulle qui s'est positionné différemment à une époque, qui a voulu intervenir différemment par rapport à l'OTAN, même si on a eu Chirac qui l'a fait aussi à un moment donné de manière différente. Tout ça reste quand même de petites de petits positionnements et pas de grands positionnements. Et donc on a ces démocraties-là qui se gonflent plus, hein, c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, que la réalité de véritables démocraties qui auraient engagé une vraie réflexion en public, un vrai grand débat sur le positionnement, qu'est-ce qu'on fait, comment on contribue au progrès de l'humanité, comment on contribue à notre propre fonctionnement démocratique, à l'émergence de questionnements sur les égalités sociales,
sociale et les égalités de salaire et la bonne gestion des ressources, un bon aménagement du territoire et toutes ces questions-là n'ont pas fait l'objet de débats démocratiques, ont fait surtout l'objet de modèles de développement, de planification qui ont été imposés aux populations. Et donc, et ça a été pareil pour toutes les décisions géopolitiques et géostratégiques. Il y a eu ce grand concert des nations dans lequel les nations puissantes devaient se positionner pour, pour s'imposer au niveau mondial, pour se faire la concurrence. Et c'est un petit peu tout le jeu qui mène, on va dire, c'est ce qu'on qualifie de combat entre le centre et les périphéries. Alors, cette qualification de centre et de périphérie est une qualification post-marxiste, analyse post-marxiste, c'est-à-dire reporter la division du travail à la division mondiale du travail et des tâches et le positionnement du centre et de la périphérie, considérant les centres, c'est-à-dire les pays riches et les pays développés, comme la bourgeoisie, et les périphéries comme les classes ouvrières exploitées. Et donc, effectivement, c'est ce qui se profilait ensuite au sortir des libérations coloniales. La colonisation en soi étant déjà les moyens d'accéder au travail, aux ressources et à des marchés, de manière totalement en s'imposant, quoi, avec des gros sabots. On arrive, on prend vos marchés nationaux deviennent nos marchés, on écoule nos produits, on profite d'une main-d'œuvre soit gratuite au travers de l'esclavage, soit vraiment très peu chère, on profite des meilleures terres, etc., etc. Donc on a vraiment cette logique qui s'est mise en œuvre. Et au sortir de la colonisation, tous ces intérêts économiques n'allaient pas comme ça disparaître d'un coup et aller faire s'effondrer les économies occidentales. Il fallait bien sûr replacer ces cartes et faire que ces pays-là maintiennent une dépendance aux pays dits développés. Cette dépendance s'est manifestée de différentes manières. Ça a été une dépendance qui était due à la différenciation technologique, qui a été maintenue sciemment. Donc la politique des brevets, qui a été dénoncée par les pays pauvres pendant très longtemps, cette politique des brevets qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir accès aux avancées technologiques. Alors les pays riches disaient oui, mais nous devons conserver un avantage comparatif. Pourquoi conserver un avantage comparatif? Voilà, ce sont des grandes questions qu'on aurait dû se poser dans nos soi-disant démocraties. Non, on a des gens qui sont pauvres, on a des gens qui doivent accéder aux différents progrès pour améliorer leurs conditions de vie. Non, il n'y a pas à se poser ces questions d'avantages comparatifs, vouloir conserver des avantages comparatifs. Il y avait d'autres modèles de développement possibles. Il y avait les modèles autocentrés de développement national, c'est-à-dire développer son économie et développer de manière centrée sur la nation, sur le pays, et pour un marché national et fournir son marché national. Et puis après, vouloir exporter les surplus et ce qui n'est peut-être pas fait dans les autres pays. Et là, il y aurait eu une différenciation et des avantages comparatifs pour quelques entreprises. Mais faire du monde une espèce de marché sauvage, géant, non contrôlé, non maîtrisé, malgré ce qu'on prétend maîtriser, a été une erreur et puis a été surtout donner les clés du monde à ceux qui détiennent le véritable pouvoir économique, donc les pays, je veux dire, excusez-moi, les multinationales et qui ont continué à jouer, ceux qui se sont renforcés et qui ont continué à jouer ce rôle-là. Et donc on a tout ce système mondial qui s'est mis en place, centre-périphérie, qui est donc dénoncé, qui a été repris par l'économiste Samir Amin, qui est franco-égyptien, et qui a décrit ce centre et cette périphérie. Et la Russie, depuis 1917, a fait partie de cette zone périphérique, cette zone en affirmation, puisque ça a été d'une part une périphérie idéologique. C'est un espace qui a réagi par rapport au système capitaliste et qui a voulu mettre en œuvre un autre système. Alors même si les dérives ont été très rapides et vraiment dramatiques pour l'Union soviétique, il faut savoir aussi que ces dérives ont été des dérives qui s'expliquent aussi par la pression très forte du système capitaliste sur tout ce qui est différent. Et on le voit à l'heure actuelle avec
durant les dernières élections, comment on a empêché à corps et à cri la NUP de passer au pouvoir. Mais on le voit pour plein d'autres pays, hein. On a pu le voir pour le Venezuela, on a pu le voir pour plein d'autres expressions, dès qu'on réagit différemment. L'Iran en soi, même si l'Iran est critiquable par plein de côtés, le Venezuela est critiquable, quoique voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on a critiqué le Venezuela et est-ce que c'était bien fondé. En tout cas pour l'Iran, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce régime théocratique, mais effectivement, voilà, c'était une autre manière de penser, une autre manière de faire. Et alors, l'acharnement a été total, c'est-à-dire on n'a pas laissé de place au dialogue, à l'expression, à la diversité quelque part, hein, parce que l'Iran était aussi un autre projet politique qui s'explique. L'Iran, ça a été faire tomber les multinationales en 1979 et les multinationales pétrolières. Ça a été faire tomber certaines classes bourgeoises pour mettre en place un système effectivement théocratique, mais aussi un système économique nationalisé, un système économique de redistribution qui est pour le peuple et qui a limité les inégalités des richesses dans ce pays-là. L'accès aussi, qui a donné l'accès à l'éducation pour tous, l'accès à l'hôpital pour tous, une certaine recherche scientifique destinée au progrès du pays. Donc l'Iran est vraiment pas le pays qu'on décrit à l'heure actuelle, sauf que effectivement, mais même au niveau de la démocratie, une certaine démocratie s'exerce en Iran au travers du Parlement iranien, au travers des parlements locaux. Donc c'est absolument pas la situation qu'on a décrite. Alors après, pour les femmes et pour la liberté des femmes, il y a, voilà, et là-dessus, il y a des choses à dire. Mais encore que les femmes iraniennes sont présentes au niveau du cinéma, sont présentes au niveau du Parlement, sont présentes au niveau de la police. Donc on n'est pas du tout dans l'image en tout cas qu'on a. C'est une image qui est très caricaturale, qu'on aime bien dépeindre comme ça caricaturale pour disqualifier en fait ce que aussi l'Iran aurait pu apporter comme modèle. Je ne parle pas au niveau théocratique, mais comme modèle en tout cas de meilleure répartition des richesses et puis de financement consacré à une science plus dédiée au progrès d'un pays. Enfin voilà, bien sûr l'Iran, mais pas que l'Iran, bon, on a d'autres pays. Sur la Corée du Nord, non, ça effectivement, on a un modèle qui s'est replié sur lui-même et puis qui pour moi, à la base, n'a jamais été ou n'a jamais présenté de démocratie et de volonté réelle de progrès pour le pays. Ça a été plus le cadre de l'affrontement Est-Ouest, surtout entre la Chine et les États-Unis, et un affrontement de modèles qui s'est fait au travers de la Corée, qui a amené à cette première guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui était un pare-feu pour la Chine, et les États-Unis qui, bien sûr, essayaient d'avancer et de se positionner par rapport à la Chine, et ça a toujours été l'objectif. Taïwan est aussi un autre modèle de positionnement anti-chinois. Bon, on pourrait abonder dans ce sens-là, on pourrait étendre à l'Afghanistan, le Pakistan, voilà, tous ces pays-là dans lesquels on a un certain désordre, plus ou moins, l'Afghanistan, oui, un gros désordre, le Pakistan, moins, mais on a quand même une zone d'instabilité qui est liée à ces positionnements stratégiques par rapport à ces affrontements entre grands blocs, et donc par rapport à la Chine principalement, et puis par rapport à la Russie. Et donc, par rapport à la Russie, voilà, je reviens sur cette idée de nous on est les gentils, où il faut vraiment sortir de cette idée-là de nous on est les gentils, ce qui est totalement faux. Nous sommes des puissances belligérantes, nous sommes des puissances agressives par rapport au reste du monde, des puissances qui, à l'intérieur de nos propres systèmes, ont l'air de puissances douces, avec un espèce de débat démocratique dont aujourd'hui on se rend bien compte que c'est quand même assez étouffant et qu'il est loin d'être aussi démocratique que ça. Mais pendant longtemps, on l'a cru, pendant longtemps, on s'est imaginé être grand, bon, gentil, beau, fort, voilà. Et puis un grand mépris pour le reste du monde au final, c'est-à-dire que ce grand mépris n'aidait en rien les autres pays à améliorer leurs conditions. De toute façon, nous n'étions pas un modèle puisque nous n'avons pas réussi à gérer convenablement nos ressources, puisque nous n'avons pas réussi à créer un aménagement du territoire modèle qui aurait pu être un exemple à la fois de débat démocratique, puisque on laisse s'exprimer la volonté du peuple par le bas, on répond aux besoins du peuple qui seraient exprimés par
par le bas aussi également, et puis même si ce n'était pas que par le bas, répondre aux besoins du peuple, par, déjà une expression et puis, des lois qui découlent de cette expression-là, par, une possibilité aussi qui est donnée au peuple, plus grande de monter des systèmes coopératifs, pour, créer des entreprises, qui répondent aussi aux besoins des populations, créer des entreprises qui répondent à d'autres besoins, pour, fournir des services environnementaux, fournir des services, sociaux, des services d'entraide et cetera. Donc, beaucoup plus que ce que n'est ce système aujourd'hui où on finance en donnant des miettes à des associations, qui exécutent des services, parapublics. Donc on est loin d'être un modèle, mais pendant longtemps on s'est tellement considéré comme modèle que cette image caricaturale a fini par, nous rattraper aujourd'hui parce qu'elle s'est, Heu, la caricature s'est renforcée à un tel point que ça en est devenu, ridicule et on peut aujourd'hui qualifier, la France de république, bananière tellement, la reproduction du système politique en est devenue ridicule. La recherche du pouvoir et l'accès au pouvoir en est devenu, ridicule. Que les contradictions dans le discours, disqualifient, pour celui qui veut un peu réfléchir, disqualifient complètement, tous les responsables politiques qui disent tout et leur contraire à l'heure actuelle au gouvernement. Pour ce qui est en tout cas de cette chape, de cet extrême centre, ce qu'on appelle extrême centre aujourd'hui, l'extrême libéral, et qui se maintient au pouvoir et qui ne veut rien lâcher à la diversité. Bien sûr pas à la diversité de l'extrême droite, parce qui n'est pas une diversité, qui est juste une cristallisation des haines et qui n'a pas de projet politique réel en réalité, si ce n'est de copier-coller certaines lois sociales de la gauche et de ce que la gauche propose. Donc voilà, on a besoin de sortir de cette idée de on est bon, on est gentil, et cetera, qui nous rend ridicule au final parce que nous n'arrivons pas à sortir de notre problématique, parce que nous nous enfonçons dans les problèmes à l'heure actuelle sans pouvoir y apporter de solutions. Et donc, il faut percevoir donc ce positionnement de l'Union européenne, de l'OTAN, et cetera, par rapport à la Russie comme quelque chose qui n'est absolument pas innocent, quelque chose avec de fausses raisons. Ce sont totalement des fausses raisons qu'on invoque par rapport à la Russie puisque soi-disant, on voudrait protéger l'Ukraine, soi-disant, on le fait au nom de la démocratie et de la protection de la démocratie, alors que bon, on l'a vu, notre rôle à l'échelon mondial consiste surtout à préserver nos intérêts et pas au nom de la démocratie. Sinon, pourquoi ne pas agir aussi autrement dans des pays qui ne sont pas démocratiques, sans vouloir imposer ça aux dirigeants des pays, mais en essayant déjà nous-mêmes d'avoir une démocratie plus participative, mais aussi en finançant peut-être de la démocratisation participative dans certains pays en développement. Si on veut intervenir au niveau militaire, pourquoi ne pas intervenir dans des pays où on a placé des dictatures avec lesquelles on est tout à fait en coopération? Et je parle notamment de pays africains qui ont des régimes et qui ont des puissances militaires très faibles et qu'on pourrait aussi envahir au nom de la démocratie. Mais on ne le fait pas parce que c'est très arrangeant d'avoir ces dictateurs-là au pouvoir et qu'on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine parce que effectivement ça a d'autres objectifs. Sinon, pourquoi est-ce que... Et c'est très hypocrite, c'est très hypocrite. Parce que par exemple, prenons le cas de ce que nous-mêmes nous avons fait en Irak, où on voit en Irak, et on l'a vu, il y a aujourd'hui, quand on repasse des reportages de l'époque de l'Irak, où ce qui a déclenché la première guerre en Irak, c'est-à-dire cette jeune koweïtienne qui vient parler et qui dénonce l'Irak ayant envahi un hôpital, sorti des bébés des couveuses, excusez-moi, sorti les bébés des couveuses et donc qui ont été tués et qui a justifié l'invasion de l'Irak, où ça a été ensuite démonté, ça a été un total hoax et c'est ce qui a servi comme justification à l'invasion de l'Irak. Donc voilà, et c'est une succession comme ça de justifications qui a fait qu'à un moment donné, on envahit les pays à l'encontre du droit international parce que on n'a pas l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU généralement pour le faire et qu'on contourne ces choses-là pour pouvoir envahir des pays.
De manière détournée, on peut aussi prendre le cas par exemple du Yémen, où on vend des armes et où on se pose pas la question de savoir si ces armes-là vont tuer des civils. Ils tuent, et je vous le dis, ils tuent des centaines de milliers de civils. Revenant sur la guerre en Irak, l'embargo américain a fait des centaines de milliers de morts et des centaines de milliers de morts, donc parmi de nombreux enfants. Un système hospitalier qui était dégradé et qui, bien sûr, a produit une surmortalité. Voilà, c'est pour la période avant que l'Irak ne soit envahi par les Américains a été une période terrible en termes de millions de morts. Et c'est effectivement très hypocrite de voir aujourd'hui les pays réagir par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, qui en soi de toute façon est terrible et qu'il faut effectivement dénoncer. Mais qui dénonce ça? Qui aujourd'hui dénonce ça? Ben, ce sont les pays qui, de notre côté, quand eux le font ce qu'ils appellent de manière chirurgicale, ce qui est faux. Il y a exactement le même nombre de morts, voire beaucoup plus, puisqu'on l'a vu dans la guerre en Syrie, le financement des partis dits rebelles, dont certains étaient proches des djihadistes, puisque le front al-Nosra a été financé, on le sait, par à la fois Lafarge et puis a reçu des financements occidentaux. Donc parfois, on invoque on dénonce le scandale terroriste et puis de notre côté, on le finance quand ça nous arrange, puisque ça a été aussi le cas en Libye. Et que, au niveau des médias, à chaque fois que ces guerres-là se passent, quand ça s'est passé en Libye et que Sarkozy a mené sa petite guerre en Libye, ben on ne montre pas ces choses-là qui se passent. Parce que non, ce ne sont pas des guerres chirurgicales, ce sont des avions qui bombardent. On a bombardé à partir de bateaux, à partir d'avions qui lâchent des missiles, de drones qui lâchent des missiles, et qui ont fait des victimes civiles, mais par milliers et très nombreuses. On l'a vu en Afghanistan, de nombreux témoignages qui ont été passés dans les médias, mais qui passent inaperçus dans les médias, qui prennent 3 secondes sur Arte, sur France 24, etc. Et en fait, la différence qu'il y a avec ce qui se passe en Russie, c'est que quand ces morts-là passent, on ne bloque pas dessus, on ne s'arrête pas dessus pour dire c'est un scandale, voilà, le rôle de l'OTAN, le rôle de ci, le rôle des États-Unis, le rôle de la France. On ne s'arrête pas sur ces sujets-là pour s'indigner. Et c'est toute la différence de ce qu'on fait avec l'Ukraine et la Russie, c'est qu'il y a un gros stop, stop sur des événements. Et on va les passer en boucle pendant 24 heures, pendant 48 heures, pendant des semaines. On va sans arrêt marteler la tête des gens avec ce qu'il se passe, alors qu'on ne fait pas du tout ça. Les informations passent comme compte-gouttes, déjà, et puis comme lettre à la poste. Voilà. Il y a eu une trentaine de morts suite au bombardement de l'OTAN en Afghanistan ou au bombardement américain en Afghanistan. Point à la ligne. Et on n'en fait pas plus qu'à. Voilà. Donc, on nous dit où pleurer, on nous dit où s'indigner, on nous dit qui sont les gentils, qui sont les méchants, et nous n'avons pas plus de réflexion. Parce que les gens n'ont pas capacité à réflexion, parce que les gens prennent pour argent comptant ce qu'on leur dit. Les médias, pour eux, sont source de confiance. Et puis parce que c'est de la répétition sans arrêt. Et que les gens se nourrissent de ça, à défaut de construire leur propre vie et de se construire un propre projet de vie, se nourrissent de ces informations-là et ont l'impression, et vivent par procuration, hein, vivent au travers de la télé par procuration. Et donc, n'ont pas plus après d'objectifs pour leur propre vie, pour se construire de vrais projets de vie, pour se remplir aussi intellectuellement, remplir leur capacité de discernement. Et puis, oui, avoir un esprit critique par rapport à soi-même, par rapport au pays dans lequel on vit voilà, par rapport à tout ce qui nous entoure. Et donc, voilà. Si, avoir un esprit critique pour relayer de la pensée creuse, là oui. Pour donner une opinion, oui. Mais une opinion n'est pas de la pensée critique. Une pensée critique est une pensée qui analyse de l'information, qui sait organiser le savoir. C'est-à-dire ce qu'elle reçoit comme savoir, elle sait l'organiser pour en faire quelque chose de cohérent, pour comprendre un phénomène qui se passe, pour comprendre les acteurs dans un phénomène, pour comprendre les dynamiques dans un phénomène, qu'est-ce qui se passe,
qui fait quoi, comment on le fait, avec quels moyens financiers, matériels, etc. Et donc pour mobiliser vraiment ce savoir qu'on reçoit, les informations qu'on reçoit, pour en faire quelque chose de pertinent. Voilà, c'est un vrai savoir qu'on a en face de soi, qu'on est capable de se resservir quand on parle, qu'on est capable qui nous amène à réfléchir quand on reçoit des informations télévisées, de radio, etc. Et donc voilà, ce qui se passe à l'heure actuelle donc, entre la Russie et l'Ukraine et le positionnement stratégique des Européens n'est absolument pas fortuite. Il y a des intérêts. Alors, l'intérêt, c'est d'encercler la Russie, et ça a toujours été un intérêt depuis 1917, encercler la Russie. Enfin, la politique du containment n'est vraiment apparue qu'à partir des années 60, 50-60, mais l'objectif a toujours été d'encercler l'Union soviétique et ensuite, au sortir de l'Union soviétique, la Russie, qui est aujourd'hui réduite à sa plus simple expression, étant donné que il y avait ce glacis des pays communistes qui étaient la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, et puis aux alentours aussi. C'était sur tout ce qui était Afghanistan, le Vietnam, était un glacier de sécurité pour l'Union soviétique, oui, pour l'Union soviétique, et qui les permettait de se protéger des États-Unis. Et puis après l'effondrement soviétique, eh bien, on a eu une Russie qui a été réduite à sa plus simple expression, puisqu'à partir de 93-94, ce qui composait l'union enfin, on a eu des indépendances nationales pour ce qui composait l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, les pays lituaniens, etc. Les pays baltes qui ont aussi accédé à l'indépendance. Et que l'objectif à cette époque-là de la Russie, c'était d'intégrer bien sûr et de conserver ces pays-là dans sa zone de sécurité, on va dire, et donc à créer la CEI qui était la communauté des États indépendants et dont la Russie était centrale, et réduite à cette plus simple expression, la Russie a tout fait pour conserver cet espace de sécurité, et puis cet espace commercial et les relations commerciales qu'elle avait avec ces pays-là. Donc on a une Russie qui était rentrée vraiment en mode, qui a toujours été en mode défensif et de protection par rapport à l'OTAN et par rapport à la puissance américaine qui n'a eu que comme objectif de l'encercler, et qui aujourd'hui se retrouve avec une pression à ses portes, avec l'OTAN qui voudrait installer ses bases militaires au plus près de la Russie, ce qui est une atteinte très menaçante par rapport à la stratégie russe, en tout cas, de pouvoir rester avec un glacis de sécurité et de pouvoir se défendre de d'éventuelles attaques de l'OTAN et des États-Unis. Alors bien sûr, dans ce qu'on voit à l'heure actuelle, il ne va pas y avoir de guerre directe entre la Russie et l'OTAN et les États-Unis, étant donné que la Russie reste une puissance militaire et une puissance militaire nucléaire forte. Donc il ne va pas y avoir de guerre directe, mais comme il s'est passé pendant 60 ans, il va y avoir des guerres par interposition, et l'Ukraine fait partie de ces guerres-là par interposition. Donc on a ces petits États clés qui sont fragiles et qu'on a contribué aussi à fragiliser, puisque l'Ukraine était un pays qui, depuis la fin des années 90, a connu différents régimes qui étaient promus par l'OTAN, par l'Union européenne, et puis on a vanté la démocratie, on a proposé aussi à l'Ukraine de se rapprocher de l'Union européenne, etc., etc. Donc toutes ces avancées en fait sont des pressions progressives qui sont faites à la Russie, et voilà. Et puis bon, il y a eu d'autres expressions aussi, puisque dans le Caucase, il y a eu différentes guerres dont on ne connaît pas bien les types de financement, la guerre en Tchétchénie, les guerres dans le Caucase, en Géorgie, voilà, qui ont été des guerres qui ont été réprimées durement aussi par la Russie. Donc bien sûr, les Russes qui ne sont pas des anges, évidemment, mais qui sont en position de réaction et en position défensive, et qui bien sûr, eux aussi, ne vont pas hésiter à se servir de pays pour arriver à leur fin et à se protéger. Mais il ne faut pas oublier que le rôle de l'Europe et de l'OTAN,
est aussi de se servir de pays, de gens, de populations qui sont, elles, victimes, et par milliers, par millions, tout simplement pour de la géostratégie. Et c'est ça qui est grave, et c'est là où on doit réaliser qu'on doit sortir de cette position, de cette idée de on est bon, on est gentil, et on essaie de, de diffuser notre espèce de pseudo-démocratie à l'échelle de la planète, pour se dire que non, nous avons un réel rôle géostratégique qui se met en œuvre et qui fait des milliers et des millions de morts à chaque fois. Enfin, à chaque fois, non, dans beaucoup de cas en tout cas. Quand il s'agit vraiment de guerre, bien sûr, des milliers et des millions de morts. Quand il s'agit d'actions de diffusion, de diffusion de modèles ou du moins de pression politique qui est faite dans certains pays comme le Venezuela, où ça a été aussi le cas à Cuba pendant un certain temps. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de guerre, mais il y a d'autres formes d'action qui sont pour affaiblir la force de certains régimes. Certains régimes dont on comprend qu'ils sont rentrés dans une certaine parano pour pouvoir se maintenir et pour pouvoir maintenir un certain modèle qu'ils avaient rêvé au départ et qui s'est transformé finalement en dictature, parce que la pression est tellement forte au niveau international pour tout ce qui diverge du modèle central que ben, c'est devenu ben, presque incontournable que ces pays-là se transforment en dictature. Ce qui n'a pas été encore le cas pour le Venezuela, qui s'est maintenu encore comme démocratie, mais qui reçoit une telle pression internationale que c'est très difficile pour ce pays-là de rester une démocratie. Et c'est vrai que bon, je tire mon chapeau quand même au Venezuela, même s'il y a beaucoup de choses à dire contre Maduro et contre avant Chavez. Mais bon, chapeau quand même, parce qu'il y a eu un fort débat démocratique, il y a eu une volonté de rester dans une démocratie, et une démocratie populaire aussi, populiste évidemment. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le terme populiste, mais avec des assemblées locales qui exprimaient leurs besoins et dont le gouvernement essayait de répondre aux besoins. Ce qui manquait certainement au Venezuela, c'était cette approche vraiment démocratie participative par le bas, mais aussi avec une réelle capacité des gens à mener des projets par le bas et à résoudre leurs problèmes aussi par le bas eux-mêmes, en ne recevant que des financements par le haut pour pouvoir permettre ces évolutions. Voilà, donc cette petite parenthèse sur la géostratégie, qui fait qu'il n'y a pas de bon et de gentil dans cette géostratégie. Si, il y a des pays, ceux qui font partie de la périphérie, la Russie en quelque sorte, je ne dirais pas que c'est pas un pays gentil, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que c'est un pays dominé. Dans cette organisation mondiale centre-périphérie, il y a des pays dominants, et ces pays dominants sont l'Europe et surtout les grands pays de l'Europe, hein, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Même si l'Allemagne n'est pas une puissance militaire, elle exerce cette puissance au niveau économique, et même au niveau de l'Union européenne, l'Allemagne est dominante au niveau européen. L'Europe profite économiquement à l'Allemagne, et le reste des pays sont dominés économiquement par l'Allemagne. Donc l'Allemagne, et puis bah, après, voilà, on a d'autres pays. Le Japon était plutôt une puissance douce, et les États-Unis, bien sûr, évidemment, une puissance militaire très forte. Le Canada, dans une moindre mesure. Et puis après, les autres pays sont des petits pays qui suivent, et des pays satellitaires qui suivent et qui s'orientent en fonction des décisions politiques des grands pays. Donc, et puis, ben, les pays dominés ben, sont les pays périphériques. On a des pays semi-périphériques, et donc la Russie faisait partie des pays semi-périphériques qui essayaient d'avoir un modèle différent, mais qui faisaient quand même partie des pays semi-dominés, on va dire, hein, qui avaient une certaine puissance militaire, de frappe, etc., mais qui étaient en résistance par rapport à un modèle dominant qui essayait d'asservir et de faire changer ce modèle-là. Et puis bah, tous les pays, les autres pays, alors il y a eu les pays non alignés à un moment donné, issus de la conférence de Bandung, 1956, qui ont essayé de faire différemment, mais qui sont restés totalement dans la périphérie et qui devaient rester aussi en résistance par rapport à différentes manipulations géopolitiques. Et puis les pays totalement dominés, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, les pays qui n'avaient aucune capacité de manœuvre, bon, la plupart des pays africains, les pays les moins avancés, les PMA, et puis quelques pays asiatiques aussi, bon, certains ont choisi des modèles communistes, donc ça a été le Laos et le Cambodge. Voilà, et puis bah, des pays plus ou moins instables en Amérique latine.
Donc voilà, on a le centre, la semi-périphérie et la périphérie et donc de toute façon semi-périphérie et périphérie sont, des niveaux, de dominés, voilà et donc la réaction de la Russie aujourd'hui est une réaction d'espace, semi-dominé, dominé, plus dominé aujourd'hui qu'elle n'était à l'époque de l'Union soviétique et qui, aujourd'hui essaye de garder une certaine indépendance dans ce qu'elle fait, même si son modèle est tout à fait critiquable. Voilà, c'était la petite parole géopolitique, géostratégique du jour pour vous inviter encore une fois à développer votre pensée critique par rapport à ce qui se passe, que rarement des pays qui sont forts et des pays qui sont forts sont des bisounours. Ce n'est pas le cas, ce sont des pays dominants, ce sont des pays qui ont des attitudes très agressives en réalité et qui, même si elles ont l'air de présenter un visage très diplomatique au niveau international, en réalité, ce visage-là est un visage qui fait peur parce que cette dissonance entre le visage diplomatique et la réalité du terrain avec des gens qui meurent et avec des choses qui sont très horribles. Le maintien d'inégalités qui font des centaines de millions de morts chaque année, de la pauvreté, de l'exploitation des ressources, n'est pas du tout un beau visage. Les conséquences sont terribles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. À très bientôt.